Donc pour cette troisième séance du séminaire, nous avons le plaisir d'accueillir Alan Schmidt. Donc Alan est directeur de recherche à l'INRIA de Rennes dans l'équipe Celtic. Et alors à l'origine, c'est un spécialiste de calcul de processus qu'il a beaucoup utilisé pour la programmation distribuée, pour raisonner sur les composants, les architectures logicielles à base de composants logiciels. Il a aussi fait des travaux sur les données semi-structurées, traitement de données XML en particulier. Et puis, donc depuis quelques années, il s'est lancé avec quelques collègues britanniques notamment dans ce projet extrêmement ambitieux de formalisation du langage JavaScript, dans le but en particulier de dériver des analyses statiques sur des codes JavaScript qui soient dignes de confiance. Et il va nous raconter les joies et les douleurs de la formalisation de JavaScript. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Xavier, pour l'introduction et puis pour l'invitation. Je suis vraiment ravi de pouvoir venir vous parler de ces travaux. Alors, le plan de cet exposé est dans le titre. J'ai d'abord un peu motivé le fait de définir des sémantiques formelles. Xavier l'a déjà fait en grande partie, donc je vais pouvoir passer assez vite là-dessus. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant de le faire pour JavaScript et vous décrire les difficultés qu'on a rencontrées et vous parler aussi beaucoup du langage. Je vais pas mal insister sur les spécificités du langage, comment il est fabriqué. Parce que ça a une influence sur la manière dont on le formalise et sur ce qu'on peut faire avec nos formalisations. Et puis enfin, je vous montrerai toutes les retombées qu'on a pu obtenir grâce à cette formalisation et puis les défis qu'on a dû rencontrer et qu'on est en train de résoudre, donc en parlant donc de cette histoire de passage à l'échelle. Qu'est-ce qui se passe quand on formalise un gros langage comme ça et comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Alors, première partie, donc motiver. Pourquoi est-ce qu'on veut formaliser un langage? Et donc, notre question principale, en fait, une question un peu plus fondamentale, c'est comment est-ce qu'on fait confiance à un programme? On a un programme, et comment est-ce qu'on s'assure qu'il fait ce qu'on veut? Une première manière, c'est de vérifier manuellement qu'il fait bien ce qu'on attend de lui. Alors, ça fonctionne, mais le problème, c'est que pour les gros programmes, ça ne passe pas à l'échelle. Donc là, je vais me focaliser maintenant sur des techniques plutôt automatiques, qui puissent gérer des gros programmes, tout en passant à l'échelle. Des techniques comme nous a décrit Xavier à base de logique de OR peuvent demander qu'on écrive des invariants ou qu'on fasse derrière des preuves. Et donc ces techniques-là, je ne vais pas vraiment les mentionner ici. Donc une autre approche pour faire confiance à son programme, c'est de lancer plein de tests. Avoir des jeux de tests unitaires qui nous garantissent, par exemple, que quand on modifie notre programme, les tests ne sont pas invalidés. Alors ça permet de trouver des dysfonctionnements, mais bien sûr, ça ne permet pas de garantir l'absence de bugs. Alors si on veut garantir l'absence de bugs, on va utiliser des vérificateurs, comme des outils d'analyse statique, qui vont inspecter le programme et nous donner la garantie, si le vérificateur est correct, que toute une classe de dysfonctionnement est absente. Et ça marche, et ça passe à l'échelle. Ça a été utilisé sur des gros codes, comme par exemple ceux qu'on peut trouver dans l'Airbus A380. Mais, quelque part, on a un peu repoussé la question. Parce que pour faire confiance au programme, il faut faire confiance au vérificateur. De la même manière qu'on peut poser la question qui va garder les gardes, qui va vérifier les vérificateurs. Et c'est là où, donc, dans l'équipe Celtic, on travaille là-dessus en essayant de développer des vérificateurs qui sont formellement vérifié. C'est-à-dire qu'on a une preuve, typiquement dans un assistant de preuve, en coq, que le vérificateur, s'il répond que tout va bien, alors effectivement, tout ira bien. Alors concrètement, comment on fait ça? On part donc d'un programme, donc on suppose qu'on a un programme et qu'on a sa sémantique, c'est-à-dire qu'on décrit l'exécution du programme. Cette exécution, elle va parcourir un ensemble d'états, c'est toutes les choses qui vont se passer durant l'exécution du programme. Et ce qu'on veut montrer, typiquement, c'est qu'aucun de ces états ne rencontre des états qu'on considère comme étant dangereux. Diviser par 0, accéder à une cellule mémoire non allouée, diffuser une information confidentielle. Alors bien sûr, on ne peut pas le prouver directement. Donc ce qu'on fait, c'est que donc, nous, dans l'équipe Celtic, on fait une approche à base d'interprétation abstraite, c'est-à-dire à base d'approximation. On va essayer, au lieu de prouver directement que l'exécution du programme
est correcte. On va essayer de trouver une approximation correcte, donc ici des nuages. Et ce qui est important pour ces nuages, c'est que... non, au milieu, non, en haut, non plus. Bon, c'est pas grave. C'est pas allumé, c'est pour ça. Ce qui est important, c'est que pour ces nuages, ils soient autour, ils soient plus gros que l'ensemble des états effectivement parcourus. Comme ça, si on peut montrer qu'un nuage ne rentre pas en intersection avec les états dangereux, on sait que les états effectivement parcourus, qui sont à l'intérieur, ne rentreront eux aussi pas en collision avec ces états dangereux. Et pour développer ces approximations, donc dans notre équipe, on utilise l'interprétation abstraite. Et donc, l'interprétation abstraite, c'est d'exécuter le programme à la louche. Au lieu d'utiliser, par exemple, des entiers, on va utiliser des intervalles. Et si on a un programme qui prend un entier en paramètres et qu'on veut tester d'une certaine manière toutes les entrées, eh ben, on va prendre l'intervalle moins l'infini plus l'infini, on va faire une exécution avec cet intervalle et on aura fait toutes les exécutions possibles. Bien sûr, on va perdre en précision, les nuages ils sont bien plus gros que les états effectivement rencontrés, mais on va pouvoir donner des garanties si les nuages sont effectivement corrects, plus gros, et que notre programme, notre analyseur répond que tout va bien, on sait que tout va bien. On peut avoir des faux positifs si, par exemple, ici, l'approximation est tellement grossière qu'on rencontre des états problématiques. Ben, c'est comme ça en fait, qu'on résout le problème d'indécidabilité. On dit qu'on peut accepter des faux positifs, mais quand on répond correctement, quand on répond que tout va bien, effectivement, tout va bien. Donc, réaliser une analyse, c'est choisir une de ces interprétations abstraites, il peut y en avoir plusieurs, plus ou moins précises, de telle sorte qu'on ait tout ce diagramme-là. Et tout ça, on va le faire en coq. Alors bien sûr, la première étape pour faire ça en coq, c'est de définir la sémantique de notre programme. Donc il faut définir la sémantique de notre langage pour pouvoir faire tout ce programme en coq. Donc, juste rapidement, le fait de définir la sémantique en coq, ça va nous permettre de faire ce diagramme-là pour faire d'interprétations abstraites certifiées, mais ça permettrait aussi de faire d'autres approches comme celle qu'a présentée Xavier autour de logique de Hoare, qui a aussi besoin d'une sémantique mécanisée pour être développée. Alors après, on peut se poser la question, bon d'accord, c'est bien beau de faire des analyses certifiées pour JavaScript, mais pourquoi les faire pour JavaScript? Alors là, ça va être, en gros, le but de cet exposé, c'est de vous convaincre que mécaniser JavaScript, ça sert vraiment à quelque chose. Et alors, on fait ces analyses pour JavaScript principalement pour 4 raisons. Parce que JavaScript est partout, et je vais revenir là-dessus, parce que JavaScript est important pour la sécurité sur le web, parce que JavaScript est compliqué. Et c'est une bonne raison, justement, de prendre un langage compliqué pour vérifier que les techniques qu'on utilise passent à l'échelle. Et puis enfin, parce qu'on est paresseux, et que JavaScript vient avec une spécification. Et donc, on n'a pas à deviner ce que fait un programme JavaScript, on a un texte qui nous décrit très précisément ce qu'il est censé faire. Alors, je vais détailler tous ces points. JavaScript est partout. Alors déjà, d'où vient JavaScript? Alors, initialement, le web, c'était ça. Et c'est vraiment initialement, c'est la première page web. Puis on s'est dit, ça serait pas mal quand même d'ajouter un petit peu de contenu dynamique, d'avoir un petit langage de script qui permettrait non seulement des images et tout ça, c'était facile à ajouter, mais qui permettrait d'ajouter une certaine manière d'interagir avec la page web sans avoir à chaque fois à devoir recontacter le serveur. Parce que quand on charge une page web, on contacte un serveur, il nous envoie une page, on l'affiche dans le navigateur. Si je veux quelque chose qui soit modifié, il faudrait que je recontacte le serveur pour avoir une autre version, et de nouveau, et à chaque fois, j'ai des communications supplémentaires. En ayant la possibilité d'avoir un langage de script directement dans la page web, j'ai plus besoin de contacter le serveur pour faire quoi que ce soit. Et par exemple, donc ça permet d'écrire ce genre de pages qui ont un petit comportement dynamique. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout lire, hein, mais c'est une toute petite page qui a un bouton ici. Et quand on clique sur ce bouton, on va appeler une fonction JavaScript qui est définie ici, qui va incrémenter une variable. Voilà. Ce n'est pas très important ce que ça fait. Ce qui est important, c'est que quand on exécute cette page, que j'ai chargée ici, et que je clique sur le bouton, ça incrémente ma variable. Et ce, sans communiquer avec aucun serveur. C'est-à-dire que là, d'ailleurs, j'accède à une page complètement locale. Ça tombe bien parce que je n'ai pas réussi à me connecter avec du Chrome. Donc, on a une manière d'avoir des pages qui sont dynamiques, qui ont des programmes Turing complet, qui peuvent tourner dedans, à l'intérieur directement d'une page HTML.
Et avec ça, on peut faire des choses pas mal. Alors, on peut s'amuser à faire des boutons qui sont plus intéressants. Donc ne cliquez pas sur ce lien durant l'exposé, parce que vous n'allez plus m'écouter. Mais ce qui est intéressant avec ce petit jeu, c'est que lorsque on y accède, on récupère tout le code JavaScript du jeu, et après on n'a plus besoin d'être connecté à Internet pour pouvoir continuer à y jouer. Et donc on peut lire tout le code du jeu qui va s'exécuter en local. Et puis on peut même avoir des comportements encore plus évolués, aller jusqu'à des applications web où on va aller chercher des données à plusieurs endroits, comme par exemple des cartes sur OpenStreetMap, et puis des données de circulation de transport en commun, et les intégrer les unes aux autres. Et la carte sur OpenStreetMap, quand on se déplace dessus, elle va pouvoir de manière très fluide se déplacer, parce qu'en fait on a un programme JavaScript derrière qui récupère toutes les images qui entourent la carte, et l'interaction entre l'utilisateur et le serveur web va être complètement locale, et on aura besoin de manière asynchrone d'aller chercher d'autres bouts de la carte sans que l'utilisateur n'ait à attendre quoi que ce soit. Donc c'est vraiment pour des questions d'efficacité, de fluidité qu'on peut utiliser JavaScript. Et on l'utilise maintenant vraiment partout, sur les réseaux sociaux, pour accéder à nos comptes bancaires. Si vous voulez faire une petite expérience sur l'omniprésence de JavaScript, vous essayez de le couper, et vous regardez combien de temps vous réussissez à tenir avant de le rétablir. En général, si on veut être efficace, c'est vraiment pas longtemps. Et puis on trouve aussi JavaScript dans le monde de l'enseignement. Alors, comme on peut faire des applications web, on peut utiliser JavaScript pour montrer un endroit où on va taper un programme et puis regarder l'exécution du programme. Mais JavaScript est aussi maintenant utilisé en tant que langage permettant d'expliquer des concepts de programmation. Et j'ai mis ce transparent parce qu'il y a quelques semaines, il y a eu une annonce comme quoi un des grands livres pour apprendre à programmer, Structure and Interpretations of Computer Programs, vient d'avoir une nouvelle version qui maintenant utilise JavaScript comme langage substrat pour pouvoir apprendre à coder. Donc j'espère vous avoir convaincu que JavaScript, on le trouve partout. Alors maintenant, pourquoi c'est important d'avoir des programmes JavaScript corrects? On pourrait dire, c'est pas comme des programmes en C qui tournent dans des fusées, des appareils médicaux, des avions, etc. C'est pas des programmes critiques, typiquement les programmes JavaScript. C'est bien pour faire des petits jeux, mais bon, c'est pas très important. Mais en fait, la motivation principale, c'est que ces programmes s'exécutent à un endroit un peu particulier. Ils s'exécutent dans le navigateur. Donc, je rappelle, un programme JavaScript, c'est un programme qu'on a téléchargé d'Internet et qu'on exécute dans le navigateur. Et en général, on ne fait pas une seule chose dans son navigateur. Par exemple, on va accéder à ses comptes bancaires, ou on va aller sur des réseaux sociaux. Et, à certains endroits, des pubs vont s'afficher. Les pubs sont aussi, en général, les programmes JavaScript qui vont chercher des publicités ciblées en fonction de l'utilisateur. Et il ne faudrait pas croiser les effluves. Il ne faudrait pas que des informations qui étaient censées aller à un endroit finissent à un autre endroit. Et c'est en ça que les programmes JavaScript sont critiques, non pas parce qu'il y a des vies humaines qui sont en jeu, mais parce qu'il y a beaucoup de personnes qui les utilisent de manière omniprésente et leur confient des données personnelles. Et on voit d'énormes attaques JavaScript, donc j'en ai pris une récente. Il y avait donc la possibilité d'insérer du code malveillant dans une page JavaScript, qui à son tour chargeait d'autres codes, et puis on télécharge tout ça dans son navigateur, et puis à la fin on récupérait des données de cartes bancaires de personnes qui allaient sur cette page. Donc c'est en ça que s'assurer que les programmes JavaScript font bien ce qu'on attend d'eux est vraiment important. Alors maintenant, je vais essayer de vous montrer que JavaScript est compliqué. Et là, on va commencer à regarder un peu le langage en tant que tel. Alors tout d'abord, JavaScript, en fait, quand on commence, c'est un simple langage. Il a des traits impératifs, on peut créer des variables, on peut les modifier. Il a des traits fonctionnels. Il est possible de retourner des fonctions comme résultat d'une fonction. Il est possible de prendre des fonctions en argument d'une fonction. Donc les fonctions sont des valeurs de première classe. Donc, vous pouvez essayer de lire ces petits programmes. Les résultats ici sont ceux qui sont générés exécutés à la génération des transparents. Donc c'est les vrais résultats.
Et donc, en fait, on peut faire tout. On peut faire le lambda calcul pur. J'ai un étudiant, Martin Baudin, on en reparlera tout à l'heure. La première chose, le premier programme qu'il a écrit en JavaScript, c'est les entiers de Church, et ça marche très bien. Pour autant que les entiers de Church marchent très bien. Donc, voilà, c'est un langage impératif et fonctionnel. La structure de données principale de JavaScript sont les objets. Alors, les objets, on peut les considérer comme des enregistrements, c'est-à-dire des associations entre étiquettes et valeurs. Et cette association s'appelait un champ. Donc on peut les créer explicitement. Donc ici, avec des accolades, on peut créer explicitement un objet qui a un champ où l'étiquette A est associée à 1 et l'étiquette B est associée à 2. Mais on peut aussi les créer avec des fonctions. Les fonctions, donc, ça sert à programmer des fonctions comme d'habitude, mais ça sert aussi d'usine à objet. Et la manière dont ça marche, c'est quand on appelle une fonction avec le mot-clé new, ici, l'exécution de la fonction va être un peu différente. On va commencer par créer un nouvel objet vide qu'on va passer à la fonction. Cette fonction va pouvoir accéder à l'objet qu'on lui passe avec le mot-clé this, qui veut dire moi, ou moi-même. Dans d'autres langages, on trouve le mot self. Et donc la fonction va être capable de modifier cet objet qu'on lui a passé, et à la fin, elle le renvoie. Donc ce qui se passe ici, on a une fonction qui, à chaque fois qu'on l'appellera avec le mot-clé new, va positionner le champ, l'étiquette x, à la valeur qu'on lui aura passée en paramètre. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a comme structure de données dans JavaScript. Tout est basé vraiment sur les fonctions et les objets. Après, on empile les concepts autour de ça. Maintenant, il y a un truc que je ne vous ai quand même pas dit, c'est bien beau d'avoir des objets, mais on aimerait bien qu'ils puissent partager des comportements, comme par exemple en Java, on a des notions de classe. Et bien, JavaScript est un langage qui manque de classes. Mais il a autre chose pour les remplacer. Dans JavaScript, les objets ont des prototypes. C'est-à-dire que dès qu'on crée un objet, il va avoir un certain champ interne qui s'appelle __ proto. Et lorsqu'on essaye d'accéder ou de modifier le champ d'un objet, si on ne trouve pas cet objet dans le champ dans l'objet qu'on est en train de considérer, on va remonter la chaîne de prototypes pour voir s'il n'est pas dans un de ces prototypes. Jusqu'on arrive tout en haut, et à la fin de la chaîne de prototypes, en JavaScript, on trouve l'objet global. Et dans l'objet global, on va trouver, à peu de choses près, la bibliothèque standard de JavaScript. C'est là où on va stocker à peu près toutes les fonctions par défaut contenues dans le langage. Donc dès qu'on crée un objet, il va avoir accès à plein de comportements par son prototype de la bibliothèque standard de JavaScript. Alors, comment est-ce qu'on est capable de spécifier le prototype d'un objet? Eh bien, ça se fait avec l'usine à objet. Quand on a une usine à objet, une fonction, on peut modifier le champ prototype de cette fonction, donc prototype en toutes lettres, et lui associer un objet. Et cet objet sera le prototype de tous les objets qui vont être créés avec cette usine à objet. Et par défaut, et jusqu'à JavaScript de 2013, c'était la seule manière de positionner le champ prototype d'un objet. Et donc, on va pouvoir regarder un exemple. Imaginons que ici, je crée deux objets O1 et O2, l'un qui va avoir un champ X qui va valoir 42, et l'autre qui a un champ X qui vaut 12. Donc on a cette situation-là. Ils vont tous les deux avoir un champ prototype qui va pointer vers cet objet P, ici, qui contient un champ G qui a une fonction. C'est pratique pour ça d'avoir des fonctions comme valeur de première classe. On peut donc avoir des méthodes. Ils partagent une méthode. Et à ce moment-là, quand j'appelle la méthode G, eh ben, la méthode G, en fait, elle retourne la valeur de l'objet plus 1. Quand j'appelle sur O1, ça va retourner 43, et sur O2, ça va retourner 13. Donc c'est comme ça, en JavaScript, qu'on est capable de faire des comportements partagés entre différents objets. Donc jusque-là, c'est un langage qui est tout à fait raisonnable. Il y a peut-être le fait que, effectivement, vous avez peut-être vu que sous le tapis, les fonctions sont effectivement des objets parce qu'elles ont des champs. Effectivement, une fonction, c'est un objet qui a un champ spécial qui permet d'appeler la fonction. Donc vraiment, tout est objet en JavaScript. Mais à part cette notion de prototype qui est un peu différente des langages de d'habitude, c'est un langage très raisonnable. Malheureusement, on ne s'arrête pas là. C'est aussi un langage qui est prévu pour être exécuté sur Internet, et sur Internet, on n'aime pas avoir des erreurs.
Et donc, quand on a, si on ne veut pas d'erreur, eh ben, il faut être capable de gérer des situations un peu bizarres, comme par exemple additionner un entier, une chaîne de caractères. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, si on ne veut pas d'erreur? Ben, on va essayer de convertir les choses pour que ça fasse du sens. Et à ce moment-là, on va par exemple tout convertir en chaîne de caractères, et puis on va afficher une chaîne de caractères. Voilà. Donc, on a plein de conversions automatiques en JavaScript. Donc, JavaScript est un langage qui n'est pas typé, et on convertit les choses de manière automatique. Donc déjà, ça commence à devenir un peu glissant. De plus, la syntaxe de JavaScript peut être, je ne vais pas dire ambiguë, parce qu'elle est très précise, mais elle peut être non intuitive. On a ici deux programmes JavaScript. Alors, je mets le mot-clé eval, qui permet de prendre une chaîne de caractères et de considérer que c'est un programme JavaScript pour être dans le contexte d'un programme. Sinon, c'est plus difficile de faire ces exemples. Donc ici, j'ai le programme JavaScript, accolade, accolade, plus accolade, accolade. Et en dessous, j'ai le même, sauf que j'ai mis des parenthèses autour. Alors, dans le premier programme, comme je suis dans le cadre d'un programme, accolade, accolade, dans le cadre d'un programme, ça représente un bloc. Un bloc, c'est une séquence d'instructions regroupée par des accolades. L'exécution du bloc vide ne fait rien. Donc, ça, c'est exactement la même chose que le programme plus unaire appliqué à accolade, accolade. Plus unaire, qu'est-ce que ça fait? Ça convertit son argument en un entier. Donc, j'ai un objet, ici, c'est parce que je suis dans le cadre d'une expression, cette chose-là, c'est un objet, j'ai un objet vide, accolade, accolade, je le convertis en un entier. Comme Sylvie nous l'a appris en décembre, ça nous donne not a number. Quand on fait des choses bizarres et qu'on ne sait pas quoi faire, on dit not a number. C'est un nombre qui n'en est pas un. En dessous, je suis directement dans le contexte d'une expression. Donc, les deux accolades-accolades sont maintenant deux objets. Et j'ai le plus binaire. Que fait le plus binaire? Eh bien, il va essayer de voir si on peut convertir les choses en entier ou en chaînes de caractères en fonction de ce qui fait le plus de sens. Ici, c'est des chaînes de caractères, et on va les concaténer. Donc, on va convertir un objet en une chaîne de caractères, ça fait cette chose-là, et on concatène nos deux objets vides. Alors avec ça, on peut avoir des comportements qui sont très surprenants. Il y a plein de vidéos sur Internet où on voit des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Mais il y a une explication derrière. C'est juste pas intuitif. Et on peut aller jusqu'à coder n'importe quel programme JavaScript en utilisant simplement 5, je vais recompter après, mais parenthèse ouvrante fermante, non 6, pardon, parenthèse ouvrante fermante, crochet ouvrant fermant, point d'exclamation et plus, et on peut tout coder en JavaScript grâce à ça. Ici, par exemple, j'ai tapé mon prénom. Alors, je mettrai les transparents, les transparents seront mis en ligne, donc vous pourrez regarder ça à tête reposée, mais j'explique comment fabriquer un A. Comment on fait un A? C'est facile, je fabrique le booléen faux, je le convertis en une chaîne de caractères, j'accède à sa deuxième lettre. Et avec ça, on peut faire à peu près n'importe quoi. Alors, là où ça devient vraiment, vraiment compliqué, c'est que ces conversions automatiques sont dans la bibliothèque standard, c'est-à-dire sont des fonctions qui sont définies dans l'objet global. Et pourquoi on y accède quand on convertit une chaîne de caractères? On monte la chaîne de prototype jusqu'à arriver à l'objet global et appeler la fonction, par exemple, toString. Mais rien ne nous empêche de redéfinir cette fonction toString plus bas dans la chaîne de prototype. Donc, si on nous passe un objet et qu'on le convertit en une chaîne de caractères, on ne va pas forcément avoir le comportement par défaut de la bibliothèque standard, on va peut-être avoir un comportement que l'objet aura défini lui-même. C'est très pratique si on veut donner ses propres manières de convertir un objet en chaîne de caractères. Mais ça veut dire qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Par exemple, ici, j'associe à cet objet vide une fonction toString qui va retourner, on va dire, une valeur angélique, et puis qui va se modifier elle-même pour qu'au prochain appel, je retourne une autre valeur. Alors ça peut paraître anodin, mais c'était un moyen d'attaquer des bibliothèques JavaScript qui cherchaient à encapsuler des publicités en vérifiant que lorsqu'on convertissait une certaine valeur à un moment d'une chaîne de caractères, elle avait la bonne valeur, donc tout allait bien. Et puis plus tard dans le code, si elle avait la bonne valeur, on la reconvertissait une deuxième fois en chaîne de caractères. Et bien sûr, la valeur était différente et on pouvait faire fuir de l'information de cette manière. Donc tout ça, il faut en avoir conscience quand on programme en JavaScript. Et il y a de nombreuses choses, je pourrais passer, pas dire des heures, mais il y a beaucoup de choses que sur lesquelles je pourrais insister sur JavaScript. La portée lexicale peut être cassée, on peut
comment dire, la manière dont sont gérés les tableaux est quand même assez spéciale. C'est des objets exotiques. Quand on peut changer dynamiquement la longueur du tableau en affectant une certaine case. Mais un tableau, c'est un objet, donc on peut avoir des propriétés numériques, des champs numériques, et puis des champs qui ne sont pas numériques. On peut faire vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et c'est un langage qui est complexe pour toutes ces raisons. Mais il vient avec une spécification. Et alors ça, c'est quand même une très bonne nouvelle pour pouvoir parler de ce langage. Alors pourquoi est-ce que JavaScript est une spécification d'ailleurs? Si on regarde l'histoire, donc en 1995, on veut donner ce langage un peu dynamique à JavaScript, et donc il y a Brendan Eich qui est embauché par Netscape pour ajouter Scheme à Netscape. Excellente nouvelle, excellent choix, Scheme. Langage fonctionnel, minimal, parfait. Mais, au mois de mai, Java est intégré dans JavaScript, dans Netscape. Et alors, pour fournir une sorte d'unité de représentation des différents langages qui seraient intégrés à Netscape, ils ont voulu mettre un langage qui ressemble à Java. Et malgré tous les avantages de Scheme, il ne ressemble pas à Java. Donc, il a fallu inventer un nouveau langage. Il y avait plusieurs langages qui étaient en compétition. Et en 10 jours, Brendan a fabriqué un prototype qui allait devenir JavaScript. Donc il a gagné cette compétition. Et dès décembre, donc ça allait très vite, la première version de JavaScript était disponible dans une version bêta de Netscape. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque, 1995, c'était la grande époque où on avait des boutons sur le web, Best View with Netscape ou Best View with Internet Explorer. C'est l'époque de la guerre des navigateurs où chaque fabricant de navigateur voulait étendre HTML ou des langages avec des nouvelles fonctionnalités. Et ça n'a pas loupé, pour JavaScript c'était pareil. Microsoft a sorti JScript dans Internet Explorer, qui était une version presque pareille mais sensiblement différente de JavaScript. Et alors là, déjà que c'était compliqué lorsqu'on voulait faire une page web de pouvoir qu'elle soit vue de la même manière dans tous les navigateurs, imaginez si maintenant on parle d'exécuter des programmes dans les navigateurs. Donc là, très vite, on s'est aperçu qu'il y avait besoin de s'assurer que le code qui allait s'exécuter dans les navigateurs s'exécuterait de la même manière, quel que soit le navigateur. Donc un fort besoin de standardisation de la sémantique du langage. Et c'est pour ça que, dès novembre 1996, JavaScript a été soumis au comité de standardisation ECMA, et la première version du standard est sortie en juin 1997. Donc là, on peut voir que quand même, il s'est à peine passé 2 ans entre le besoin d'avoir un langage et sa standardisation. Et donc après, le langage a évolué. On a eu plusieurs versions. Donc la première version, elle faisait 110 pages. Je ne mets pas les numéros de pages en ordonnée parce qu'au milieu, ils ont changé la fonte qu'ils utilisaient, donc ça ne voulait plus rien dire. Donc je mets le nombre de mots qu'on peut compter dans le PDF. Il y a peut-être des métriques qui sont plus pertinentes, mais bon, c'était pour vous donner un peu une idée. Donc de l'évolution du langage, donc première version jusque 2000. En 2000, il y a eu une tentative de mettre plein de choses dans JavaScript, dont le langage Flash, dont la standardisation c'est ActionScript, et Adobe poussait aussi pour que ça rejoigne le giron JavaScript. Et là, le processus de standardisation a explosé. Et ils sont repartis de zéro. Donc en 2010, ils ont sorti une version de JavaScript qui était à peu près la même que celle de 2000. Et ils ont remis en place un processus de standardisation rigoureux pour éviter que cette explosion se reproduise. Et depuis, donc ça a mis 5 ans à faire ce processus, et donc depuis 2015, on a des versions qui sortent chaque année. On peut remarquer qu'entre 2010 et 2015, la spécification a explosé en taille. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été ajoutées au langage. Ils ont essayé de sauver un peu tout ce qu'ils pouvaient d'ECMAScript 4. Et des fois, on voit que la taille du standard diminue. Ce n'est pas parce qu'il y a moins de choses dans le standard, mais c'est parce qu'on a trouvé des moyens plus concis de les dire. Parce que ce qu'on va voir, c'est un standard qui est append only. On ne fait qu'ajouter des choses au standard. On n'en enlève pas. On va voir pourquoi dans 2 minutes. Alors, comment est-ce qu'on fabrique ce standard ? Pour le fabriquer, il y a le comité qui va donc sortir une nouvelle version chaque année et qui va se réunir 6 fois par an pour discuter des fonctionnalités qu'on va pouvoir mettre dans le standard. Alors les membres du comité, c'est les fabricants des navigateurs Internet, c'est les utilisateurs de JavaScript. On retrouve notamment des gens comme Facebook, Airbnb, enfin des entreprises qui utilisent beaucoup JavaScript
parce qu'ils fournissent des applications web. Et puis on trouve aussi des partenaires académiques comme Imperial College et l'INRIA. Et donc c'est dans ce cadre que je participe au comité. Et la manière dont ça marche, c'est qu'au fil de l'eau durant l'année, on va avoir des propositions qui vont être soumises de manière très transparente sur GitHub, où on va proposer des modifications, des extensions de la spécification, des clarifications. Et ces propositions vont passer par plusieurs étapes. De l'étape 0, le comité reconnaît que ça pourrait être intéressant de regarder ça. À l'étape 4, on va le mettre dans la spécification. D'ailleurs, cette étape 4, elle impose que 2 navigateurs majeurs aient la spécification implémentée dans une version qui est sortie. C'est-à-dire que quand on arrive à l'étape 4, on est sûr qu'on va pouvoir utiliser cette fonctionnalité dans nos applications. Et il y a des grandes discussions. Enfin, c'est un processus qui est complètement transparent. Vous pouvez aller voir les propositions actives à cet endroit-là. Et on arrive au point le plus important de comment on fait JavaScript. Le slogan, ce n'est pas « on fait le plus beau langage du monde ». Heureusement, parce que sinon, ça n'aurait pas été une réussite. Le slogan, c'est « on ne casse pas le web ». Le but du comité de standardisation est de codifier un langage qui est utilisé en pratique. Si possible, en essayant de faire que ce soit un langage le plus utilisable, mais si on veut clarifier quelque chose qui va casser un site internet majeur, je crois que la métrique, il faudrait que je vérifie, mais c'est moins d'1%, c'est de l'ordre de 0,1%. Si ça va casser des sites internet, on ne va pas faire cette modification, même si ça rend le langage plus sûr, même si ça rend le langage plus simple. On ne casse pas le web. Et c'est pour ça qu'en pratique, il y a certaines choses horribles qu'on peut faire. Par exemple, tous les navigateurs, dans les années 2010, donnaient la possibilité de modifier le champ interne prototype. Ce champ interne qui n'était qu'on pouvait que positionner grâce à l'usine à objet initialement, en fait, on a le droit, dans tous les navigateurs, dans les années 2010, de le modifier. Il est accessible. Eh bien, la spécification a pris ça en compte et a donc intégré le fait qu'on pouvait lire et écrire ce champ. Ce qui est absolument horrible, parce que ça veut dire que vous avez un prototype, enfin un objet, et moralement, vous pouvez changer sa classe. C'est-à-dire qu'en plein milieu d'exécution, les méthodes que vous allez appeler sur cet objet vont être complètement différentes. Mais c'était sur le web, donc on le fait. Et en plus, le comité de standardisation fournit une suite de tests qui permet de valider nos implémentations. Donc ça permet de s'assurer qu'on fait les choses bien. Alors, la formalisation de JavaScript. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc nous, on est arrivé, on a commencé ça, c'était à peu près en 2012, donc avec une équipe, avec plusieurs personnes que je vous montrais tout à l'heure, dont Arthur Charguero, dont des gens d'Imperial College, et on a voulu formaliser le langage. On s'est dit qu'on allait faire 2 formalisations. Une qui allait être utile pour faire des preuves, qui allait être une formalisation inductive, basée sur des inductifs de Coq. Parce que quand on écrit un inductif en Coq, on peut faire une preuve par induction et c'est très pratique. Alors cette formalisation, elle cherche à rester le plus proche de la spécification. Par exemple, donc la version ECMAScript qu'on a formalisée, donc celle de 2010, ECMAScript 5, a cet algorithme pour calculer une boucle while. Alors, ça peut ressembler à l'algorithme classique, sauf qu'on a quelques scories, comme on a une valeur qu'on trimballe, parce que toutes les instructions dans JavaScript retournent également une valeur. Bon. Et donc, cette valeur, c'est en gros la dernière valeur qui a été calculée par le programme. Voilà. Mais sinon, c'est un algorithme classique pour calculer une boucle while. Et alors, pour formaliser ça, on prend chaque étape et on va écrire des règles d'inférence dans une sémantique à grands pas qui représente cette chose-là. Alors en fait, je vous montre, ce n'est pas une sémantique à grands pas, c'est une sémantique à pas mesurer, à Pretty Big Step Semantics, dont Arthur, je pense, ne vous parlera pas la semaine prochaine, parce qu'il parlera de CFML, mais que donc Arthur Charguero a développé cette sémantique à l'époque justement où on développait cette approche. Et en gros, l'idée de la sémantique à pas mesurer, c'est une manière de faire une sémantique à grands pas, une sémantique naturelle, où on peut factoriser beaucoup de règles, donc avoir moins de règles au bout du compte, avec comme coût l'introduction de nouveaux constructeurs. Par exemple, ici, il est vrai que la boucle while va se réduire vers un résultat O si
un nouveau constructeur while1 dans lequel je stocke le fait que V est vide, c'est réduit également vers O. Voilà. Et donc, je vais après donner des règles pour while 1, while 2, etc. Comme j'ai beaucoup d'étapes pour mon while, en fait, je vais introduire des nouveaux constructeurs, un peu de choses près pour chaque étape. C'est un peu l'intuition qu'on peut avoir derrière ça. Et ce constructeur stocke les valeurs qu'on avait calculées avant. Bon, ben, on traduit ça en coq, et c'est tout à fait naturel de traduire cette chose-là en coq. J'ai passé sous silence le fait qu'on avait des étiquettes au while, mais bon, voilà. On traduit ça en coq de manière très simple. Les autres étapes, par exemple, on évalue l'expression et on la convertit en booléen, et si c'est faux, on retourne quelque chose. Bah, là, on n'est pas exactement isomorphe à cette chose-là. On va déjà évaluer l'expression et la convertir en booléen. Puis, on passe la suite du calcul à un nouvel constructeur while2 qui va stocker la valeur du booléen. Et en fonction de cette valeur du booléen, on va faire plusieurs choses, comme par exemple, si la valeur du booléen est faux, eh ben, on retourne la valeur V, ici, qui était chez nous, s'appelait RV. Voilà. Et on traduit ça aussi directement en coq. Et donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la formalisation. Ce qu'on peut voir au bout du compte, c'est qu'on a une formalisation qui est quasiment isomorphe à la spécification. Alors, des fois, on a dupliqué certaines choses parce que la spécification faisait deux choses. Par exemple, elle convertit en booléen, elle teste si c'est faux. Donc nous, on a deux endroits où on fait ça. Mais après, on a aussi factorisé certaines parties. Donc c'est pour ça que ce n'est pas exactement isomorphe, mais en général, c'est une ou deux règles près. Donc on reste vraiment très proche de la spécification, et c'est comme ça qu'on se convainc qu'on a bien formalisé le langage. Mais une autre manière aussi de formaliser le langage, au lieu d'avoir une version inductive, ce serait d'avoir une version exécutable. Et c'est ce qu'on a fait également en écrivant donc une deuxième formalisation qu'on appelle JSREF, qui revient à écrire un programme en coq, parce qu'on peut écrire les programmes en coq, qui calcule ce que fait une boucle while. Alors ce programme ici, il va commencer par calculer la valeur, et il va capturer le résultat dans cette continuation. Donc on a un langage qui est basé, qui est écrit de manière monadique, ce qui nous permet de ne pas avoir à tester à chaque étape si on a eu une erreur. L'opérateur, la ifspec, ce qu'il fait, c'est que s'il y a une erreur, il la propage. S'il n'y a pas d'erreur, il appelle la continuation. Et donc ça permet d'avoir un code qui lui-même reste très proche de la spécification. Donc on convertit la valeur en booléen, on évalue le statement si B est vrai, si B est faux, on le retourne directement. Enfin, voilà, donc on écrit le programme. Alors ce qui est très pratique quand on écrit un programme comme ça en coq, avant, c'est qu'on reste proche donc, de la version inductive, les deux versions sont très proches l'une de l'autre. Et quand on écrit un programme comme ça en coq, on peut utiliser coq pour l'extraire vers OCaml. Et donc on peut avoir une version exécutable de notre formalisation de JavaScript. Et ça c'est vraiment pratique parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, la spécification vient avec un jeu de tests. Donc on peut prendre la suite de tests de JavaScript, prendre un parseur de JavaScript qui existe, extraire notre code, notre formalisation en OCaml et exécuter tout ça. Et vérifier, donc avoir une deuxième assurance qu'on a bien spécifié JavaScript. On est proche de la spécification du texte et on passe tous les tests de ce qu'on a formalisé. Donc voilà, ça nous donne une bonne assurance. Et bien sûr, je dis « et », mais ce « et », pour le moment, là, on a deux spécifications complètement séparées. On a montré qu'elles correspondent, car on est dans le monde coq, donc on peut montrer que lorsque la version exécutable calcule un résultat, il fait bien partie d'une dérivation inductive. Voilà. Alors donc ça, c'était un peu l'état des lieux. Donc, alors oui, pardon, il y a une dernière étape, autant pour moi. Tout de suite, on s'est dit, ces formalisations, avant même de parler, de faire des preuves dessus, etc., on peut les utiliser pour faire des choses intéressantes. Comme par exemple, on peut utiliser notre interpréteur en OCaml de JavaScript avec un outil qui teste la couverture de code. C'est-à-dire, c'est un outil qui va regarder chaque ligne de l'interpréteur, combien de fois elle a été exécutée. Et donc, je prends la suite entière des tests de JavaScript. Je la fais passer dans mon interpréteur qui est annoté. J'obtiens donc le code source de mon interpréteur avec pour chaque ligne le nombre de fois qu'elle est exécutée. Et en particulier, j'obtiens les lignes qui ne sont jamais exécutées. En d'autres termes, les parties de la spécification qui ne sont jamais testées. Parce qu'il n'y avait pas de test qui allait faire exécuter l'interpréteur à cet endroit-là. Et donc, on a découvert qu'il y avait des tests qui manquaient.
Et on allait voir sur les navigateurs, ils avaient tous des comportements complètement différents à ces endroits-là. Et donc on a pu faire remonter des bugs qui ont été corrigés depuis. Et c'est donc déjà un outil très utile. On a un interpréteur naïf de JavaScript. Juste avec ça, on est déjà capable de contribuer au processus de standardisation. Et donc ça, c'était un travail qu'on a fait, qui s'est achevé vers 2014, donc on a continué un peu à le faire après, et qui a été fait donc, avec de nombreuses personnes. Martin Baudin, je ne vais pas tous les lister trop. Donc on était 8. C'est pas si gros que ça, c'est 18 000 lignes de code. Ça reste raisonnable. La grande difficulté, par exemple, de la preuve de correction, ça a été de trouver les bons invariants. La preuve, elle nous a mis 4 mois à trouver les invariants et 3 jours après à être déroulée. Parce que dès qu'on savait comment faire, il suffisait de dérouler les choses. Donc voilà, ça c'était l'état des lieux de cette formalisation. Mais alors après, qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu deux choses. En fonction, il y a la version exécutable qui est devenue quelque chose, et puis la version inductive qui est devenue autre chose, et donc je vais vous parler de ça. Alors la version exécutable. Donc je vous rappelle qu'on on parle d'un interpréteur de JavaScript écrit en OCaml, très proche de la spécification. Comme cet interpréteur il est extrait de Coq, il utilise un sous-ensemble très réduit de OCaml. C'est vraiment pas très compliqué. On utilise des fonctions, des nuplay, du filtrage de motifs mais pas en profondeur, des enregistrements, puis à peu près tout. Donc des fonctionnalités très basiques de Camel. Excusez-moi. Et donc on montrait cet interpréteur à plusieurs personnes du comité de standardisation. Et un des ingénieurs de chez Mozilla, Shuyogo, nous a demandé est-ce que vous ne pourriez pas exécuter cet interpréteur dans le débugger OCaml pour voir, d'une certaine manière, exécuter la spécification pas à pas sur un programme JavaScript donné. Alors on a essayé, alors ça marchait pas très bien, puisque le débugger de OCaml est très bien, mais en fait, par exemple, on cachait l'état du programme interprété était caché dans l'état de l'interpréteur, c'était pas très facile à suivre. Et puis en plus, comme on programmait en style monadique, à chaque fois, on avait donc la continuation du programme et il fallait penser à rentrer dans toutes les fonctions parce que sinon, exécuter la fonction suivante, c'était terminer le programme et c'était pas très pratique. Donc, on s'est dit, on va écrire notre propre exécuteur pas à pas de ce programme. Et comme on n'est pas très fort en interface graphique, on s'est dit, on va déjà prendre notre programme écrit en OCaml et puis on va le nettoyer et puis on va le compiler en JavaScript. Alors, pourquoi le compiler en JavaScript ? Première raison, cet outil, il a pour cible les personnes qui font la spécification de JavaScript. Il y a au moins un langage dont on est sûr qu'ils comprennent, c'est JavaScript. Alors, ils ont une très grande culture en général de langage, donc ils se parlent OCaml et tout ça, mais on voulait être sûr qu'ils puissent au moins comprendre ce qu'on faisait. L'autre raison pour compiler, c'est parce que ça nous permettrait de pouvoir utiliser ça dans une page web, d'avoir une application web qui pourrait exécuter notre interpréteur de JavaScript. Et puis la troisième raison pour compiler, c'est qu'on pourrait aussi annoter notre interpréteur en cours de route. Alors, ce vers quoi on compile, c'est un tout petit sous-ensemble de JavaScript. C'est un sous-ensemble qui a des fonctions, des objets, pas du tout d'histoire de prototype dans ce qu'on utilise, des tableaux, des chaînes de caractères, des nombres. Et comme on parle d'un langage qui est typé, on arrive dans un JavaScript qui est typé. Donc on n'aura jamais de conversion de quoi que ce soit lorsqu'on exécute notre interpréteur. L'interpréteur est capable d'interpréter les programmes qui font la conversion, mais l'interpréteur lui-même n'a pas besoin de conversion automatique pour s'exécuter. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en plus, quand on génère ce programme, on annote, on étend le programme, donc ce n'est pas exactement le même interpréteur, c'est un interpréteur qui va en plus générer une trace de tout ce qui va se passer lorsqu'on va l'exécuter. Quand est-ce qu'on rentre dans une fonction, quand est-ce qu'on quitte une fonction, quand est-ce qu'on alloue une variable, quand est-ce qu'on la modifie. Et cette trace, on va pouvoir ensuite l'utiliser pour la parcourir. Parce qu'on prend notre interpréteur, on lui passe un programme JavaScript, il l'exécute, il génère toute une trace de ce qui s'est passé, et quand on parcourt la trace, on va voir l'exécution pas à pas de notre interpréteur. Et ça donne l'outil JSExplain. Alors, je n'ai pas le temps de vous faire une démo, mais vous pourrez venir me voir après l'exposé ou aller à cette URL pour jouer vous-même avec l'outil. On obtient donc cet outil où on a le code d'un programme JavaScript à interpréter, le code de l'interpréteur où on montre où on en est dans l'interprétation,
Et comme en plus on a annoté notre interpréteur avec de l'information sur quelle partie de la spécification correspond chaque fonction, on est capable de montrer aussi la partie de la spécification qui est en train d'être utilisée pour ce bout de programme. On a l'état du programme interprété, l'état de l'interpréteur, et on peut naviguer on peut naviguer un programme comme ça. Et on s'est aperçu que c'est vraiment très utile, et donc j'ai très récemment présenté ça au comité de standardisation, et donc on est en train de voir sur comment on pourrait utiliser ça, plus utiliser ça dans le processus de standardisation. Donc ça, c'est une des premières retombées de notre formalisation. Mais alors là, vous devez quand même vous dire, ça fait presque 1 heure que je parle, non, 45 minutes, pardon, et que je parlais de sémantique de vérificateurs certifiés pour JavaScript, mais alors là, j'ai complètement passé ça sous silence. Ils sont où les vérificateurs certifiés? Ben, le problème, c'est qu'on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas utiliser notre version inductive de la sémantique pour faire des preuves. Et pourquoi on ne pouvait pas l'utiliser? On ne pouvait pas l'utiliser parce pour 2 raisons. On avait une sémantique qui était une sémantique naturelle, c'est-à-dire que notre arbre, notre induction représentait l'exécution complète du programme, à la différence d'une sémantique opérationnelle où on fait juste des petits pas. Donc, potentiellement, l'exécution d'un programme, ça peut être quelque chose de très gros. Et on utilisait un plongement superficiel pour représenter la sémantique, c'est-à-dire que dans une sémantique, on a des parties qui sont inductives, on va exécuter des sous-termes, par exemple, le while, on exécute l'expression. Et bien, on utilise l'induction de Coq pour représenter cette induction. Donc, on a une sémantique qui est représentée par des règles qui sont mutuellement inductives. On a 900 règles mutuellement inductives. Lorsqu'on va faire une induction avec ça sur Coq, ça casse. Alors, il y a des manières de résoudre le problème, mais il faut changer notre représentation. Et alors là, on s'était embêté à faire cette représentation-là, et ça ne nous plaisait pas de devoir tout retaper sans être sûr que ça allait fonctionner. Et puis en plus, on a essayé de prendre ça et d'écrire un parseur pour cette chose-là, pour le modifier de manière automatique, on n'y est pas arrivé. Parce que ce n'était pas vraiment une représentation manipulable de la sémantique. Et là, on s'est dit, ce serait quand même bien d'avoir une représentation manipulable de la sémantique de JavaScript pour pouvoir justement pallier ces problèmes. Et donc, on a dit, qu'est-ce qu'on trouve dans une sémantique? Puis on va l'utiliser sur JavaScript. Quand on prend une sémantique, ici on a la règle if en sémantique naturelle en haut, et puis en version un peu algorithmique, comme on trouve dans la spécification de JavaScript en bas. Et on va trouver une notion de séquence, on va faire plusieurs choses. On va trouver une notion de récursion, on va évaluer des sous-termes. Une notion de choix, on a plusieurs règles qui peuvent s'appliquer. Et puis enfin, des constructions atomiques, des choses qui ne sont pas spécifiées plus avant, comme par exemple comparer quelque chose à vrai, ou alors faire l'addition de 2 entiers, ou ce genre de choses. Alors pourquoi, donc, au bout du compte, dans une sémantique, on va avoir une partie un peu structurelle, dans comment on voyage dans la sémantique, quelles règles on applique, quel arbre on fabrique, et puis des atomes, émaillés d'atomes, qui sont des calculs primitifs. Alors pourquoi c'est important ça? Parce que si on regarde la taille de sémantique de langage, donc ça c'est basé sur le nombre de règles utilisées dans des formalisations des langages, elles peuvent être très grosses, mais elles utilisent très très peu d'atomes. Donc si on pouvait capturer d'une manière uniforme la partie structurelle des sémantiques et prouver des choses sur cette partie structurelle, avoir des outils qui sont génériques sur les parties structurelles et qui sont spécifiques sur les atomes, on gagnerait à ce passage à l'échelle. D'autant plus que chaque problème ici qu'on aurait pour les atomes serait indépendant les uns des autres. Donc je passe d'un gros problème de taille 900 à 80 petits problèmes. Donc ça, je suis assuré de passer à l'échelle. Et donc c'est ce qu'on a fait avec ce qu'on appelle ces sémantiques squelettiques. C'est donc une manière de représenter des sémantiques qui sont indépendantes de la sémantique qu'on va leur donner, de ce qu'on va en faire. Donc c'est une syntaxe pour des sémantiques. Donc on pourrait appeler ça une syntaxe pour des sémantiques, et les métasémantiques, c'est-à-dire les sémantiques des sémantiques, ce qu'on appelle les interprétations. Et donc on a fait ça l'année dernière, on a montré comment on pouvait avoir une interprétation qui représente une sémantique naturelle, une interprétation qui représente une sémantique abstraite, et on peut montrer la cohérence entre les deux, indépendamment du langage. Et on a un théorème à la fin qui nous dit, si les atomes sont cohérents, quel que soit le langage, si les atomes sont cohérents, alors les sémantiques complètes sont cohérentes.
Donc on a vraiment découplé la complexité du langage avec ce qu'on va en faire. Et donc voilà, pour vous donner rapidement une idée de la tête de cette syntaxe, pour évaluer un if dans l'état S, on va commencer par évaluer l'expression, donc on va avoir une notion de récursion, puis une notion de séquence, on va avoir un branchement. Si c'est vrai, on fait quelque chose, si c'est faux, on fait autre chose. Et de ça, en fait, on peut voir ça comme une version algorithmique, on a repris l'algorithme, mais on peut aussi voir ça comme une version naturelle. Il suffit de pousser les branchements en dehors de la règle, et on se retrouve avec deux règles qui sont les règles de sémantique naturelle qu'on pourrait trouver normalement. Donc d'ailleurs, un de nos objectifs, c'est à partir de ça, de générer les règles de sémantique naturelle en LaTeX pour aller plus vite quand on écrit nos papiers. Donc, ces sémantiques squelettiques, ça résolu non seulement le problème du passage à l'échelle, mais ça nous a permis de faire de capturer beaucoup d'autres choses. En particulier, donc, on a une syntaxe qui nous plaît beaucoup parce qu'elle est très très simple et elle est très simple, mais elle est formelle. On trouve peu, par exemple, de formalisation de ce que c'est qu'une sémantique naturelle. Chaque personne va le réimplémenter dans son développement Coq. Nous, on essaye justement d'essayer de capturer ça de manière le plus formelle possible. Et on reste proche des sémantiques qui sont à base de règles et à base d'algorithmes. Et grâce à ça, on peut faire des définitions génériques de métasémantique, d'interprétation de ces choses-là. Donc on peut faire des outils qui, par exemple, nous permettent de passer d'une sémantique à grands pas vers une sémantique à petits pas, ce qui aurait pu nous aider à résoudre nos problèmes dans notre sémantique JavaScript, par exemple. Donc l'état aujourd'hui de nos sémantiques squelettiques, on a plusieurs langages en entrée, donc JavaScript est en cours d'implémentation. Donc j'ai donc un étudiant là qui m'a envoyé un message qui m'a dit que les premiers programmes s'exécutent. On a donc des interprétations qui correspondent à des interprétations naturelles, donc sémantique naturelle, sémantique abstraite. On peut générer un interpréteur au camel à partir de cette chose-là. On peut générer une sémantique formelle en coq, ce qui nous permet ensuite d'utiliser ça pour prouver des choses. On peut générer des analyses à base de control flow. Donc ça, c'est un travail de Nathanaël Courant de l'année dernière. On a d'autres choses qui sont en cours. On génère donc des sémantiques à base de petits pas. Enfin, on est en train de fabriquer une boîte à outils de manipulation de sémantique. Donc voilà, j'en ai terminé. Donc j'espère vous avoir convaincu que formaliser des sémantiques, c'est utile, c'est très intéressant et ça peut avoir des retombées significatives, même pour des langages qui ne sont pas nécessairement utilisés dans des cadres critiques. Et que JavaScript, quelque part, c'est un peu le candidat idéal pour tester des approches parce qu'il a une grosse complexité, parce que la spécification est très grosse, même si on ne s'intéresse pas aux bibliothèques standards, même si on s'intéresse au cœur de JavaScript, c'est déjà un gros cœur, mais c'est très précis, on sait exactement ce qu'on doit coder. Pas forcément très beau, mais on sait ce qu'on doit faire. Formaliser d'autres langages peut être plus compliqué parce qu'il faut des fois deviner c'est quoi la sémantique qu'on attend derrière. Donc voilà, je vous remercie. Vous avez quelques liens que vous pouvez suivre si vous voulez un peu prolonger l'exploration de cet exposé, et je serai prêt à répondre à vos questions.